Bien, bonjour tout le monde. Je suis très heureux de vous souhaiter la bienvenue au nom du conseil d'administration du Festival de l'environnement. Je peux vous dire qu'on est extrêmement heureux, en tout cas, que vous soyez présents en aussi grand nombre. Mais on est aussi, surtout heureux de la qualité de nos conférenciers ce matin. Je peux vous dire que c'est un événement historique, à mon avis, d'avoir sur la même scène 4 spécialistes dans des domaines différents, des gens qui ont fait leurs preuves, je pense, en tout cas d'une manière incontestée. On a Mme Journeau, ici, qui vous sera présentée tout à l'heure. On a M. Martin Gray. On a aussi Michel Gagné, qui est journaliste à Radio-Canada. On a Mme Furstenberg de l'UNESCO et M. Claude Villeneuve, qui est un peu plus connu, mais qui a fait ses preuves également aussi dans notre région. Pour ce qui est du déroulement, c'est que chacun des intervenants devrait parler environ 15 minutes. Et ensuite de ça, vous pourrez poser des questions. Et normalement, le tout devrait se terminer autour de 11h30 à peu près. On vous souhaite une bonne avant-midi et on vous rappelle également que ce midi, il y a un dîner-conférence ici avec M. Bernard Vachon. Et on vous rappelle qu'il y aura un cocktail qui sera servi après le forum conférence. On vous remercie beaucoup en tout cas d'être présent et on souhaite que vous puissiez assister aux autres activités du festival. Je laisse maintenant la place à nos conférenciers d'honneur et à Michel Gagné qui va faire la présentation. OK. Est-ce qu'on la fait là? On peut la faire ici? OK, d'accord. Alors, Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à cet événement qui est l'environnement, du Festival de l'environnement de ce matin. La première personne qui va vous adresser la parole, parce que, bon, chacun de nos invités va s'adresser à vous à tour de rôle pendant la prochaine heure. Et je vous les présente naturellement, non pas tout de suite, je vous les présente individuellement avant qu'ils prennent la parole. Alors, la première de ces personnes à prendre la parole ce matin est Claude Villeneuve. On sait que Claude Villeneuve est biologiste au Centre écologique du Lac-Saint-Jean. Il est professeur aussi en sciences au Cégep de Saint-Félicien depuis 1976. M. Villeneuve est responsable de la recherche biosphère, ressources et sociétés de l'Université du Québec à Chicoutimi pour l'UNESCO. Il est aussi le président de la région laboratoire du développement durable pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Alors, M. Villeneuve va nous entretenir des nouvelles voies à suivre en matière de développement régional, plus particulièrement ce qui a trait au projet de région laboratoire du développement durable. M. Villeneuve, je vous accorde une quinzaine de minutes, je vous connais. Alors, c'est un 15 minutes ferme. Bon, alors, ça me fait énormément plaisir de vous voir ici ce matin. Comme on m'accorde 15 minutes ferme, je vais prendre la liberté d'utiliser mes notes parce que sinon, on risque d'avoir des dépassements de temps, ce qui ne serait pas souhaitable. Dans un premier temps, je voudrais vous faire part d'une réflexion éventuellement sur le développement en soi. On a souvent tendance à croire que le développement, ça signifie toujours plus, ça signifie une croissance. Une croissance, c'est quelque chose qui est effectivement nécessaire au développement d'un organisme jeune. Mais à un certain moment donné, il est nécessaire que la croissance s'arrête pour que le développement continue. Et je veux simplement vous apporter, à titre d'exemple, ma triste expérience personnelle. J'ai arrêté de grandir à 16 ans, heureusement. C'est une réflexion, je pense, qui est importante parce que lorsqu'on parle de développement durable, on parle justement de soutenir la croissance lorsqu'elle est nécessaire, mais aussi de se méfier des aspects, je dirais, vicieux de la croissance. Et ces aspects-là sont qu'à un moment donné, une trop grande abondance peut être aussi nocive qu'une pauvreté ou qu'un manque évident de ressources. Et sur cette réflexion, j'aimerais vous rappeler quelques grandes lignes du projet qu'on a entrepris il y a déjà 2 ans, le projet de faire de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean un laboratoire du développement durable. Pourquoi un laboratoire? Parce que le développement durable, ce n'est pas quelque chose d'évident. C'est un concept qui est encore relativement vague et il faut qu'à quelque part, quelqu'un mesure de façon la plus scientifique possible avec une science qui est encore à inventer.
que quelqu'un mesure de quoi il en retourne lorsqu'on veut faire un développement qui n'est pas nécessairement uniquement synonyme de croissance. C'est en juin 1990 que la région se donnait la mission de devenir région laboratoire du développement durable lors d'un colloque qui réunissait 120 décideurs. Depuis, on a surtout mis en place des structures pour concrétiser cette volonté. Et nous venons de terminer, au mois de février 1992, notre première année d'opération en tant que région laboratoire. Comment ça s'est-il concrétisé, cette première année d'opération? Permettez-moi d'abord de rappeler les grandes lignes. En juin 1990, donc, c'était le colloque. Le mandat de mettre en place des structures nécessaires à faire de la région Saguenay-Lac-Saint-Jean une région laboratoire. Le comité de suivi s'est mis au travail immédiatement et a travaillé à préciser les buts, les objectifs et les moyens des différentes composantes nécessaires à faire de la région un laboratoire de développement durable en fonction des mandats qui avaient été confiés par l'Assemblée générale de juin 1990. En novembre 1990, notre projet de région laboratoire se classe premier au Forum socio-économique de la région. Des démarches se sont poursuivies auprès de la Fondation pour la conservation et la valorisation des ressources à l'époque pour intégrer les objectifs de la région laboratoire ainsi que les objectifs de la Fondation pour faire une nouvelle fondation qui s'appelle la Fondation du développement durable, dont vous avez pu voir les premières activités cet hiver. En février 1991, on a eu la première assemblée générale de la RLDD, Région laboratoire du développement durable, et de la Fondation du développement durable. Le projet a reçu l'approbation du gouvernement du Québec pour un financement partiel à l'intérieur de la conférence socio-économique. Dès l'été 1991, nous avons eu la première université d'été internationale sur l'environnement et le développement durable, qui a été lancée en collaboration avec l'Office franco-québécois pour la jeunesse, avec l'Université du Québec à Chicoutimi, avec le Cégep de Saint-Félicien et avec le Centre écologique du Lac-Saint-Jean. Une approche partenariat qui nous a permis de former 30 jeunes qui ont appris sur des projets concrets ce qu'était le développement durable et qui ont reçu pour ça des crédits universitaires. On a aussi mis sur pied un secrétariat du développement durable. Ce secrétariat du développement durable, qui a été opérationnel au mois de septembre, a pour mission de gérer l'action. Il est composé de 10 personnes provenant de la population et de 10 personnes désignées par le CRCD. Le secrétariat, actuellement, est en train de travailler sur les indicateurs du développement durable en région, est en train de travailler sur la mise en analyse des 21 projets qui nous ont déjà été déposés cette année. À la fin décembre 1991, vous avez tous pu participer à l'émission CLIC, le geste qui compte, une collaboration de la région laboratoire, de la Fondation du développement durable, d'Hydro-Québec, de CJPM et des Caisses populaires des Jardins. Cette émission-là nous a permis de démontrer qu'on pouvait, avec des petits gestes, chacun chez soi, sauver 20 mégawatts d'électricité. Si on compare avec la consommation du quartier témoin de Chicoutimi, dans lequel on avait fait un peu de sensibilisation, c'était 10 % de l'électricité totale consommée en période de pointe. Ça signifie, à l'échelle du Québec, 3 fois le projet à Chouac-Mouchouane, qui était économisé par des petits gestes des gens. Le 31 janvier, on a eu un souper bénéfice de la Fondation dans lequel Frédéric Bach nous avait donné des œuvres. On a fait un encan d'art. Ça l'a amené les gens à réfléchir, à discuter sur le concept de développement durable. Et M. Pierre-Marc Johnson, qui est conseiller spécial auprès de Maurice Strong, est venu nous faire une conférence sur le développement durable dans une perspective internationale. Nous sommes actuellement à préparer la 2e université d'été franco-québécoise. J'aurai sûrement l'occasion d'y participer, d'entendre parler du symposium. Mais pour répondre à la question d'aujourd'hui, je voudrais souligner 3 pistes qui sont importantes à considérer si on veut faire de notre région une région laboratoire qui fonctionne. La première piste, et ça réfère à de l'actualité, c'est qu'il faut éviter la polarisation des débats si on veut faire de notre région une région laboratoire du développement durable.
Le développement de la région est probablement quelque chose de beaucoup trop sérieux pour le laisser aux soins des développeurs, qu'ils soient industriels ou politiciens. En fait, il faut comprendre que le développement doit d'abord répondre aux besoins des populations locales. Or, ces besoins-là sont des besoins de garder une population en santé, sont des besoins de garder nos jeunes dans la région, sont des besoins d'avoir un environnement sain qui nous permette de se développer de façon harmonieuse. Et ceci dans une perspective à long terme, en tenant compte de considérations éthiques. Or, peu de développeurs extérieurs à la région peuvent avoir conscience des besoins de la population. Le développement durable doit donc avoir une origine régionale et des objectifs régionaux. C'est par la concertation et après mûre réflexion qu'on pourra prendre des décisions éclairées face à des projets de développement. Malheureusement, on essaie de créer des oppositions farouches entre les gens qui sont pour ou contre un projet, visant essentiellement le rapport de force. Or, le rapport de force, c'est quelque chose qu'il faut éviter dans une optique de développement durable parce qu'il y a toujours un perdant. Dans une optique de développement durable, il faut chercher à maximiser les retombées du développement économique, qu'elles soient environnementales, économiques ou sociales. Non seulement pour éviter des affrontements stériles, mais pour éclairer le débat de la façon la plus large possible en évitant les pièges de l'agressivité. Il ne faut pas, pour autant, éviter de poser les bonnes questions. Au contraire, d'un côté comme de l'autre, les questions embarrassantes sont stimulantes et génératrices de solutions innovatrices qui risquent de faire évoluer notre mentalité au sujet du développement. Par ailleurs, il faut éviter aussi de considérer les manifestations populaires comme insignifiantes. Lorsque les grands groupes de citoyens se mobilisent et questionnent un projet, le promoteur devrait considérer que l'alarme est sonnée et chercher à déterminer la cause du problème plutôt que de tenter de maquiller son projet. La deuxième piste, c'est que la population doit montrer l'exemple avant de refuser un projet de développement. Beaucoup de gens ont parlé du syndrome NIMBY, qui veut dire « pas dans ma cour, not in my backyard ». Mais il y en a de toutes sortes de syndromes comme ça. Luc Ouimet, qui était autrefois au BAP, en avait isolé quelques-uns. Je vais vous parler de 3 autres syndromes. Le WADIMBY, qui veut dire « What are you doing in my backyard ?» Qu'est-ce que vous faites chez moi? Qui est finalement le syndrome des gens qui se rendent compte qu'on est en train de leur passer un sapin. Ça génère beaucoup d'insécurité dans les populations. Il y a aussi le YIMBY, Yes in my backyard, ça veut dire amenez-en du développement chez nous. On va le gérer, on va prendre les retombées économiques, puis dès que ça va être possible, on va sacrer notre camp, prendre notre retraite en Floride. Comme ça, on n'aura pas les problèmes à long terme. Et puis, il y a aussi le YISMBY. Ça, le YISMBY, c'est un peu plus compliqué. C'est Yes in someone else's backyard. Ça veut dire oui, mais faites-les ailleurs. Autrement dit, faites pas de projet chez nous, mais faites-les à grande baleine. C'est facile de critiquer la destruction des ressources naturelles dans son jardin ou dans sa région quand on n'a pas de solution alternative à offrir. Cependant, il faut accepter que notre mode de vie énergivore et axé sur le gaspillage et la surconsommation demande qu'on produise l'énergie à quelque part et qu'on se débarrasse des déchets à quelque part. Pour éviter que d'autres viennent développer ces ressources naturelles que nous considérons les nôtres, il faut connaître nos ressources naturelles, il faut savoir quoi faire avec, et surtout, il faut montrer que si les autres agissaient comme nous, les formes de développement des ressources que nous considérons indésirables ne seraient pas nécessaires. Ainsi, si la région veut éviter aussi bien de devenir le dépotoir du Québec que sa principale source de fourniture énergétique, elle doit montrer l'exemple en produisant moins de déchets que quiconque et en consommant moins d'énergie per capita que qui que ce soit d'autre en Amérique du Nord. C'est donc par des mouvements populaires visant à démontrer qu'on peut avoir une bonne qualité de vie sans gaspiller qu'on pourra éviter d'être pris en otage par des développeurs à tout prix. La troisième piste avec laquelle je termine, c'est qu'il faut promouvoir une éducation relative à l'environnement généralisée. Sans une population alphabétisée écologiquement, il est illusoire de penser que le développement durable d'une région soit possible.
Pour s'assurer de cette éducation et de son succès, il faut insister sur les éléments suivants. Une nouvelle éthique basée sur le respect des humains, de la nature et sur la responsabilité individuelle. Et ça, on en est loin. La connaissance des problèmes globaux de la biosphère, parce que rien de ce qui se passe chez nous n'est indépendant de ce qui se passe ailleurs. Ce n'est pas de la faute de Mme X qui utilisait en 1972 une canette d'aérosol pour son fixatif à cheveux s'il y a un trou dans la couche d'ozone. Mais c'est peut-être les enfants de cette Mme X-là qui vont souffrir des problèmes causés par les ultraviolets. À quelque part, rien ne se perd, rien ne se crée. On vit tous ensemble sur la même planète. On n'est pas indépendant des problèmes africains ou néo-zélandais. La connaissance de l'environnement régional, de son fonctionnement, de sa fragilité et la dépendance des citoyens envers la qualité de celui-ci dans le passé et dans le futur. Nos pères se sont développés dans un environnement qui n'était pas celui qu'on connaît aujourd'hui. Nos enfants méritent d'avoir un environnement, si possible, meilleur que celui qu'on connaît aujourd'hui. Et essentiellement, actuellement, il y a un projet, le projet MADI, qui est en train auquel l'UNESCO a participé d'ailleurs, qui est en train de préparer du matériel didactique pour nos jeunes dans nos écoles qui vont leur parler de leur région. Êtes-vous capable de concevoir que nulle part dans la région, dans aucune école, il existe une carte géographique de la région Saguenay-Lac-Saint-Jean? Ça n'existe pas. C'est indicible. Quand on apprend mieux ce qui se passe dans la savane africaine avec les lions, les tigres et tout ce qu'on voudra, que ce qui se passe dans le marais de Saint-Gédéon ou au centre Astro de Dolbeau, eh bien, on est des ignorants instruits. Et on ne peut pas aimer un environnement qu'on ne connaît pas. Finalement, l'éducation à la consommation sélective, savoir choisir les produits qu'on achète, parce que c'est le véritable droit de vote d'un citoyen dans une démocratie capitaliste moderne. Ce n'est pas en allant élire un député une fois tous les 4 ans qu'on vote. C'est en choisissant des produits qui sont meilleurs pour l'environnement, c'est en choisissant des comportements qui sont meilleurs pour l'environnement qu'on vote quotidiennement. Parce que lorsque les gens se sont mis à réclamer du papier recyclé, l'industrie a été obligée de faire du papier recyclé, même s'ils nous traitaient de fous il n'y a pas 10 ans. Finalement, la recherche de l'efficacité dans l'atteinte de buts multiples, qui soient de nature environnementale, économique ou sociale, dans le respect des autres. Ça, c'est une autre des clés importantes. Ainsi, pour réaliser notre projet collectif de devenir une région laboratoire du développement durable et pour espérer modifier les tendances lourdes qui nous laissent entrevoir un avenir sombre, il faut se prendre en main et se doter des outils de concertation nécessaires à maîtriser le futur au lieu de le subir. Il faut surtout que la philosophie du développement durable devienne la marque de commerce régional. Pas les bleuets ni la soupe aux gourganes. La philosophie du développement régional. J'ai terminé. Il reste le dernier paragraphe pour remercier le Festival de l'environnement, qui est une excellente façon de motiver la population et de l'outiller pour changer les comportements et apprivoiser ces nouvelles façons de vivre qui sous-tendent le développement durable. Merci beaucoup, M. Villeneuve. C'est donc une première piste qui vient d'être lancée, finalement une piste de réflexion qui vient d'être lancée dans le débat sur le développement et l'environnement. Naturellement, les propos de M. Villeneuve, comme ceux des autres invités au cours de l'avant-midi, vont vous suggérer une certaine réflexion, des questions. Je vous demanderai de les retenir, ces questions, parce que nous allons y revenir un peu plus tard, après, justement, que nos conférenciers aient exploré les 4 pistes possibles en termes de développement et environnement. Je vous présente maintenant Mme Claudette Journeau, qui est originaire de Lillet. Elle est biologiste spécialisée en écologie des eaux et possède une formation en environnement et en gestion. Madame Journeau est commissaire permanente au Bureau des audiences publiques sur l'environnement depuis 1989, ce qu'on connaît mieux sous l'appellation du BAP. Et d'ailleurs, dans la région, à quelques reprises, si ma mémoire est bonne, c'est 6 reprises, le BAP a tenu des audiences dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et Mme Journeau en a prise D3 au Saguenay, plus particulièrement sur le système d'épuration des eaux de la ville de Chicoutimi,
le boulevard Saguenay à Chicoutimi toujours, et aussi l'autoroute Alma-Labbé. Alors, certaines personnes d'entre vous sûrement la connaissent par sa présence dans la région. Depuis 1973 jusqu'à 1989, elle a œuvré au service de protection de l'environnement, puis au ministère de l'Environnement du Québec comme biologiste et écologiste. Elle fut, entre autres, responsable de l'inventaire et de la caractérisation des lieux d'élimination des déchets dangereux. Elle est l'auteur et la co-auteure de nombreuses publications et à son actif quantité de communication publique. Elle a été aussi présidente de l'Association des biologistes du Québec. Le sujet de sa conférence, bien, elle mettra en évidence la nécessité des études d'impact sur l'environnement et des bienfaits de la participation du public aux grands projets de développement. Madame Journeau. Merci. Alors, on m'a demandé de vous livrer en quelques minutes ma foi en la participation du public aux décisions environnementales comme soutien au développement environnemental. Il n'est pas nécessaire d'être spécialiste de la question environnementale pour constater que la qualité de notre environnement s'est fortement dégradée au cours des dernières décennies. Continuer d'hypothéquer notre environnement aussi lourdement que nous le faisons maintenant, c'est imposer le déclin écologique et les stress sociaux qui en découleront. Ce serait manquer de respect envers le peuple québécois et l'ensemble de notre planète. Nous devons plutôt tendre à bâtir une société qui respecte les humains qui y vivent maintenant et qui devront continuer d'y vivre demain. Seule une dynamique respectueuse des règles de fonctionnement de chacun des composantes de la planète maintiendra sa pérennité. Notre environnement n'étant pas jetable, nous devons faire en sorte qu'il soit réutilisable. Pour redresser la situation, il nous faut, comme tout grand projet, un plan d'action énergique et les ressources nécessaires à sa mise en œuvre. Au cours des années 80, la population a été sensibilisée à l'importance de la qualité de l'environnement et aux méfaits de la pollution. On observe également l'élévation du niveau de la conscience collective envers l'ensemble des composantes de l'environnement, autant pour les zones habitées que les milieux naturels. Il est encourageant de constater que les Québécoises et les Québécois réclament plus que jamais des biens et des services non dommageables pour le milieu. Cependant, il faut maintenant dépasser le stade de la sensibilisation et faire en sorte que la population du Québec contribue davantage à développer des modèles d'utilisation des ressources respectueuses de l'environnement, comme vous le faites ici avec le projet Région Laboratoire de développement durable. En effet, ce type d'action est un modèle qui peut permettre aux gens du milieu de faire partie intégrante du plan de redressement environnemental. C'est même là notre plus grande ressource, les gens de la localité concernée. Pour mettre à contribution la créativité de nos gens, en complémentarité avec les institutions gouvernementales, il faudra lui donner les moyens d'évaluer les performances environnementales des activités en cours ou projetées et lui permettre de contribuer à l'élaboration de solutions concrètes pour que ces activités s'intègrent harmonieusement dans le milieu. Il est donc à prévoir que la demande d'analyse et de bilans environnementaux accessibles à la population va s'accroître considérablement au cours des années à venir. Et au Bureau d'audience publique, on a assisté déjà à cette progression de demande de biens, de bilan public et d'analyse publique. Il y a 10 ans, la demande d'études rendues publiques était de l'ordre de 2 par année. On avait environ 2 consultations publiques. On en est maintenant rendu à environ 20 par année. Alors, c'est une croissance assez remarquable et c'est les gens qui ont demandé que les projets soient maintenant étudiés publiquement. Sans un tel droit de regard, comment le citoyen peut-il exercer, et je cite, son droit à la qualité de l'environnement, à sa protection et à la sauvegarde des espèces vivantes qui y habitent, tel que lui confère la loi sur la qualité de l'environnement du Québec?
Le niveau de responsabilité sociale envers l'environnement est fonction de notre capacité d'agir. Comment est-il possible d'imputer une responsabilité à une collectivité sans lui donner les moyens d'être pleinement informé des situations qui menacent ou dégradent l'environnement et sans lui permettre d'influencer les décisions dans ce domaine? L'environnement est un bien collectif qui appartient non seulement à la présente génération, mais aussi à celles qui suivront, dans une perspective qui va bien au-delà du territoire directement influencé et du moment présent. Les évaluations et les bilans publics soutiendront l'application rigoureuse par les autorités gouvernementales de normes de plus en plus exigeantes. Cela stimulera également la mise en force de politiques environnementales au sein des entreprises privées et des organismes publics. Lorsque l'on procède à une évaluation publique d'un projet, viennent alors s'ajouter les avis d'experts indépendants et la connaissance concrète des problématiques locales qu'ont les personnes du milieu, ce qui améliore l'analyse de sa performance environnementale. Le public est alors en mesure de demander que soient mises en œuvre toutes les mesures visant à protéger l'environnement. Par la suite, lorsqu'on rendra public les suivis environnementaux, chose pas encore réalisée au Québec, on pourra s'assurer, en premier lieu, qu'ils ont été réalisés, puis vérifier l'intégration et la performance des mesures visant à protéger l'environnement et exiger, si nécessaire, les correctifs qui s'imposent. Qu'il s'agisse de réduire les polluants contenus dans les émanations ou les effluents industriels, ou de forcer le recyclage dans les procédés de fabrication, ces nouvelles exigences de qualité constituent un facteur majeur de mutation technologique qui incitera les entreprises à se dépasser. Il faut éviter de sous-estimer nos petites et moyennes entreprises et miser sur leur capacité d'adaptation à un tel contexte évolutif. Il faudra promouvoir la recherche et le développement et leur donner des incitatifs fiscaux qui favorisent la symbiose entre l'environnement et l'économie. En vous donnant, comme vous l'avez fait déjà, comme défi collectif, le développement environnemental de votre région par la région laboratoire, vous vous êtes en même temps donné de créer le fil conducteur qui devrait voir se développer des technologies et des activités respectueuses de l'environnement et par voie de conséquence respectueuses des gens d'ici, et devenir un modèle pour le Québec et voire même avoir une portée beaucoup plus grande sur le plan international. Votre savoir-faire environnemental pourrait devenir un produit de qualité digne de fierté. Pour arriver à cet état de fait, non seulement faudra-t-il appliquer résolument une politique environnementale, mais il faudra aussi s'assurer du soutien des citoyennes et citoyens, donc dépasser l'étape de la sensibilisation et donner de véritables moyens d'influencer les décisions ainsi que les moyens d'agir. En somme, pour passer au vert, il faut d'abord passer par la transparence et investir dans l'évaluation environnementale. Merci. Merci beaucoup, Mme Journeau. Notre troisième invitée conférencière de ce matin est Mme Christine Fustenberg. Elle est autrichienne. Elle possède à la fois une formation en pédagogie, en organisation, en économie et en agriculture. Alors, pour parler de développement et environnement, je pense qu'elle a tout ce qu'il faut. Mme Fustenberg est consultante en environnement et développement dans la division des études sur le développement, secteur des sciences sociales et humaines de l'UNESCO. Elle a travaillé à la préparation du Forum international sur le développement durable qui a eu lieu en septembre à Paris, au siège de l'UNESCO. Mme Fustenberg nous entretiendra des liens qui existent entre l'environnement et le développement dans une perspective internationale. Mme Fustenberg. J'aimerais d'abord vous dire toute ma gratitude de me permettre d'être parmi vous. En arrivant hier soir, certains des amis réunis ici m'ont dit leur désemparement devant un message télévisé qui a été émis par le ministère de l'Environnement canadien, mettant en garde les mères de sortir les enfants dans la rue
à cause des conséquences du trou d'ozone. Et montent-ils leur désemparement dans le sens comment c'est possible que la politique ne réagit pas, qu'elle subit, qu'elle semble subir, en nous mettant en garde, c'est tout. Donc tout le monde se rend bien compte qu'on rentre dans l'ère planétaire de l'écologie. Il y a une reconnaissance des biens collectifs planétaires et il y a l'institution des droits d'usage sur ces biens. Et cette institution des droits d'usage, qui est en soi une révolution, se révèle maintenant d'une nécessité absolue. Mais étant donné que c'est un processus international, il consistera malheureusement pas seulement en la simple traduction dans la sphère juridique d'un mouvement de la société civile, mais il comporte aussi une médiation supplémentaire, une médiation interétatique de diplomatie internationale. Donc c'est de ça que je vais vous entretenir un petit peu. Vous savez tous qu'on est à 3 mois avant la plus grande conférence de tous les temps parce que c'est comme ça qu'on l'appelle. On l'appelle Sommet Planète Terre. C'est pour la première fois que tous les chefs d'État et gouvernement sont censés de se réunir lors d'une seule conférence qui aura lieu à Rio de Janeiro du 1er au 12 juin de cette année. Donc tous ces chefs d'État et de gouvernement vont se rencontrer pour débattre des relations entre l'environnement et le développement et pour prendre des mesures concernant la protection de l'environnement dans le contexte du développement. On sait que cette conférence devra adopter une charte de la Terre ainsi qu'un programme d'action pour le XXIe siècle. On sait que cette conférence aura aussi à adopter 2 conventions. Vous, les Canadiens, avez espéré que ce serait peut-être 3, parce que le Canada était en première ligne pour soutenir une 3e convention qui malheureusement n'a pas réussi à passer. Mais les 2 conventions qui ont de fortes chances à passer à Rio, c'est-à-dire il y a maintenant une certitude qu'elles passeront, c'est celle sur la protection du climat et l'autre sur la biodiversité. La négociation extrêmement complexe, longue, laborieuse de ces textes pendant maintenant plus de 2 ans a révélé une série d'enjeux qui concernent les rapports entre les pays développés et les pays en développement, évidemment, qui sont rejoints sur cette question par les pays d'Europe de l'Est et notamment par l'ex-Union soviétique. Mais ces enjeux concernent aussi les rapports complexes au sein et entre pays développés eux-mêmes, qui découvrent eux aussi des enjeux technologiques et sociaux tout à fait nouveaux. Dans les rapports nord-sud, les enjeux principaux de l'environnement et du développement, et donc de la conférence de Rio, sont d'ordre éthique, financier et technique. Évidemment, il y a un ordre culturel très important, duquel on a été entretenu par le collègue Villeneuve et sur lequel je vais revenir tout à fait à la fin. Mais la question éthique, d'abord, elle est bien simple. Le Nord est-il disposé à modifier son mode de vie, ses technologies, ses aspirations à plus de mieux-être pour limiter puis diminuer sa pression sur les ressources et les espaces globaux et laisser au sud où vont vivre 90% de l'humanité en l'âge 2025 l'espace écologique indispensable à son nécessaire développement. Le traitement de cette question qui en soi semble évidente nécessite des changements considérables dans la perception et les comportements que les populations du Nord ont vis-à-vis de l'environnement, et en particulier des espaces et des ressources communs, comme l'atmosphère, les océans, la biosphère.
Évidemment, le traitement de cette question concerne aussi le rythme et le contenu de la croissance dans les pays développés et surtout remet en cause cette conviction centrale dans beaucoup de pays du Nord que l'exercice des droits de la personne passe aussi par la consommation individuelle libre. Les effets de ce modèle sur les populations du Sud sont tels que la responsabilité éthique du Nord en est plus grande. Et c'est là où je salue évidemment hautement la possibilité de pouvoir être parmi vous et d'avoir sous la main comme modèle à montrer sur le plan international une initiative comme celle que vous êtes tous en train de promouvoir et sur laquelle nous a entretenu M. Claude Villeneuve, en l'occurrence la transformation en laboratoire du développement durable d'une région entière. Bon, second enjeu nord-sud, c'est celui des moyens et du contenu futur du développement. Chacun sait que pour la majorité des régions en développement, la préservation durable de l'environnement est souvent liée à d'indispensables mutations techniques dans la mobilisation et l'utilisation des ressources en terre, en eau et surtout en énergie. Les moyens financiers de telles mutations sont insuffisants dans le contexte d'une croissance faible ou même d'une stagnation économique dans beaucoup des pays du Sud. La relance de l'investissement public ou privé est dans beaucoup de cas une condition de la préservation de l'environnement absolu. On peut discuter le contenu technique ou le contrôle social de la relance de l'investissement dans les pays en développement, mais sa nécessité en elle est incontournable. Les ressources pour l'investissement manquent presque partout. Les pays en développement attendent beaucoup de Rio sur le plan financier et ils risquent d'être déçus. On peut effectivement fonder des espoirs sur l'extension rapide de l'investissement direct international dans certaines régions et certains pays. Mais rien ne laisse penser que son dynamisme sera très élevé, par exemple, dans l'Afrique subsaharienne ou dans certains pays d'Asie ou encore dans certains pays d'Amérique latine, de Haïti, par exemple. Pour ces régions, et c'est sur l'investissement local qu'il faut fonder les espoirs fort réduits par le fardeau de la dette, qui limite l'investissement matériel et l'éducation et la formation, tout le paquet social. Bien sûr, les ressources qui alimentent actuellement les dépenses militaires ou les déficits inutiles pourraient être redéployées à des fins productives ou à des fins d'investissement social. Mais trop d'illusions nuisent aussi dans cette matière parce que, outre le fait que les dépenses d'armement les plus importantes ne sont pas localisées nécessairement là où les dépenses urgentes d'environnement sont indispensables, il faut aussi identifier les raisons sur lesquelles le système international actuel ne semble pas donner aux États nationaux la garantie de sécurité qu'ils estiment indispensable. Pour les pays du Sud et de l'Est, le financement du développement constitue le facteur limitant majeur de la préservation de l'environnement. Maintenant, du côté de la technologie, les savoirs disponibles, en particulier en raison des évolutions techniques récentes dans le Nord, laissent espérer que la solution est à la portée de la main. Mais la possibilité de réaliser un couplage entre l'offre de technologies et la demande raisonnée de ces technologies dans la partie sud du globe et aussi dans la partie est, en ce qui concerne l'hémisphère nord, se heurte à des obstacles financiers, mais aussi à des obstacles de nature juridique et surtout organisationnelle. L'enjeu suivant concerne bien évidemment le commerce international, parce qu'on admet que les échanges mondiaux
et les termes de l'échange des produits miniers et agricoles ont des conséquences directes ou indirectes sur la gestion déséquilibrée de ressources naturelles. On sait que les modèles agricoles du Nord, forts consommateurs d'énergie et relativement polluants, ont des effets importants de déstabilisation sur les agricultures du Sud, tandis que l'exportation des produits énergétiques et miniers affectés par la baisse des termes de l'échange contribue à la dégradation de la lithosphère. De plus, les pays en développement craignent que la barrière à l'entrée des marchés des pays développés soit élevée encore plus en raison des normes nouvelles qui pourraient être établies au motif de l'environnement. Ces pays du Sud plaident à l'heure actuelle pour la discrimination en faveur de leurs exportations et pour la multiplicité des normes. Il est clair que l'imposition non sélective de normes peut aggraver la situation commerciale et la dépendance financière d'un nombre important de pays exportateurs de produits primaires ou de produits manufacturés. On voit donc bien les effets d'une nouvelle réglementation internationale qui imposerait aux pays en développement des normes liées à la préservation de l'environnement sans leur donner les moyens de les respecter par l'évolution de la structure de leurs industries ou, et surtout, de leurs agricultures. C'est le concept du patrimoine commun de l'humanité qui est souvent évoqué dans les textes de l'UNESCO, je sais, dans les textes de l'ONU, qui, à propos de l'environnement, prend ici tout son sens. Parce qu'aux pays développés qui réclament, aux pays en voie de développement, au nom de ce concept, de respecter par exemple la forêt tropicale, la biodiversité qui lui est liée, qui leur demande également de freiner leurs propres ambitions en matière d'industrialisation pour limiter la pollution atmosphérique. Alors, à tout ça, les pays en développement répondent en rappelant la dette déjà contractée par les pays développés vis-à-vis de la nature. Et ils distinguent évidemment la pollution liée au gaspillage et celle liée à la survie. Et ils soulignent que le concept de patrimoine commun de l'humanité doit aussi s'appliquer aux connaissances, aux technologies produites par le Nord et qui sont indispensables pour la préservation de l'environnement du Sud. L'argumentation selon laquelle l'espèce la plus menacée à l'heure actuelle n'est ni la faune ni la flore de la forêt tropicale, mais l'espèce humaine elle-même, du fait de la pauvreté, de la dégradation des sols, de la pollution des eaux et de l'expansion des fléaux de toutes sortes, est souvent utilisée. Donc pour tous ces pays, le développement durable n'a de sens que s'il y a d'abord développement, pas croissance, développement. Monsieur Villeneuve en a déjà établi une bonne distinction. Bon, vous regardez la montre, je sais. Au sein des pays du Nord, les enjeux... J'ai dépassé déjà ? Non, ça va. Bon, je m'excuse normalement, je suis très respectueuse de mes 15 minutes. Au sein des pays du Nord, c'est un vaste sujet aussi. Maintenant, au sein des pays du Nord, là où l'on se trouve, les enjeux économiques et sociaux sont tout aussi considérables, même s'ils sont moins apparents. L'enjeu technologique et commercial est considérable. La course à la maîtrise technologique liée à l'environnement est bel et bien ouverte. Et certains pays, voire par exemple l'Allemagne, ont déjà quelques longueurs d'avance. Chaque pays sera tenté, et ça c'est un phénomène économique absolument intéressant, de faire porter aux autres le poids de l'ajustement technologique en fonction de ses propres avantages comparatifs. C'est par cela que, par exemple, les Allemands, qui se sont toujours défendus d'investir trop dans l'énergie nucléaire,
essaie d'imposer lourdement l'emploi de l'énergie nucléaire, que les voisins français, évidemment, sont en train d'utiliser en plein tube, tandis que les Français, eux, qui n'ont pas tant d'émissions de gaz carbonique parce qu'ils ne roulent pas aussi follement que les Allemands, ce n'est pas la rage de la vitesse sur les autoroutes au même degré, essaient évidemment d'imposer au plus possible les émissions de gaz carbonique. Négociation intéressante. Il aura bien évidemment, chaque pays aura bien évidemment tendance à mobiliser en sa faveur les opinions publiques, nationales ou extérieures sur les dossiers les plus favorables à son économie et les moins coûteux. Bien peu nombreux seront les pays qui, au nom de l'intérêt universel, accepteront de sacrifier tel ou tel avantage technologique au motif de l'environnement. Un autre enjeu dans les pays développés est constitué par l'influence croissante qu'exercent les opinions publiques, les organisations non gouvernementales et les partis politiques écologistes. Cette influence est de nature à peser sur les processus de décision, même si pour l'instant, elle reste assez marginale. Mais on ne doit pas négliger que ce sont les mouvements de ce type qui ont poussé l'industrie à des innovations techniques importantes pour la préservation de l'environnement. Et certains ont même pu dire que ces mouvements-là constituent les syndicats du temps moderne, dès lors qu'ils obligent à la préservation du capital naturel. Dans la préparation de la conférence de Rio, ces différents mouvements ont plaidé en faveur de la démocratisation internationale et interne des décisions qui concernent l'environnement. Alors maintenant, je vous ai ébauché ce tableau extrêmement complexe. On pourra peut-être retenir l'hypothèse de solidarité croisée. Il y a aussi des solidarités croisées qui sont des alliances non sacrées, des solidarités croisées apparemment contre nature, et qui pourtant s'expliquent tout à fait à court terme. Par exemple, vous allez tout de suite savoir à qui je fais allusion, mais je ne le dis pas, tel grand pays industriel fortement pollueur de l'atmosphère et refusant le coût social et politique de l'ajustement écologique, peut chercher un compromis dans le rejet de la Convention sur le climat avec des pays en développement qui, eux, sont désireux d'industrialisation pour élever le niveau de vie de leur population. Autre exemple, tel autre pays industriel, fort consommateur de bois tropicaux, sera moins enclin à signer une convention sur la forêt, en accord pour cela avec des pays exportateurs de bois pour le financement de leur développement. Comme on le voit, les enjeux sont nombreux, complexes et interliés. Alors, le pire comme le meilleur pourrait arriver à Rio. Le pire serait que le Nord impose totalement son point de vue sur la biodiversité et la protection des forêts sans faire aucune concession sur le financement du développement des pays du Sud et sans prendre d'engagement sérieux en matière de lutte contre la pollution atmosphérique. Le meilleur maintenant, ce qu'on l'espère, le meilleur serait une action nouvelle en faveur du financement du développement accompagné d'engagement par les pays en développement de mener des politiques intégrées d'environnement et de développement et d'engagement par les pays développés d'honorer leurs dettes passées vis-à-vis de l'environnement en diminuant notablement leurs émissions de gaz carbonique et d'oxyde de carbone et en facilitant un transfert massif des techniques vers les pays en développement. Mais comme toujours, la voie qui sera approuvée sera dans la meilleure des hypothèses entre le pire et le meilleur. Et c'est pour cela que pendant longtemps encore, on va probablement se souvenir de Rio comme le grand premier jalon vers le développement durable universel.
Merci beaucoup, Mme Furstenberg. On voit que le sommet de Rio aura un défi quand même très important pour placer ce premier jalon-là. Notre dernier invité, M. Martin Gray, je pense que la plupart des gens le connaissent. M. Martin Gray, moi, la première fois que j'ai pris un contact, c'est un contact littéraire, parce que je l'ai connu en lisant son livre qui s'appelle « Au nom de tous les miens ». Et je vais vous dire que je ne suis pas le seul, parce qu'il y a 8 millions de personnes en France, il y a 30 millions de personnes à travers le monde qui ont lu ce livre qui est « Au nom de tous les miens ». C'est ça, j'ai perdu ma ligne, voyez-vous, je vais finir par la retrouver, inquiétez-vous pas. Je vous trouverai. Oui. Pendant la dernière guerre mondiale, Martin Gray a été arrêté à plusieurs reprises et condamné par les nazis. Il s'est évadé de différents camps, et notamment du camp d'extermination de Treblinka. C'est du moins ce que raconte son livre « Au nom de tous les miens ». À la suite de la perte de sa femme, Dina Cult, et de ses 4 enfants morts dans l'incendie de forêt qui a ravagé la Côte d'Azur en 1970, M. Martin Gray a mis sur pied la fondation Dina Gray pour la préservation des incendies de forêt et la protection de l'homme à travers son cadre de vie. En 1990, sous la pression des jeunes qui lui écrivent de plus en plus nombreux et qui se montrent soucieux face à leur avenir, il a décidé de créer Futur, une action éducative dont le but est d'aider les adolescents à mieux préparer leur avenir dans un contexte difficile qui évolue trop vite. On dit de lui que c'est un véritable héros. M. Gray nous entretiendra des motivations profondes qui l'ont poussé à s'occuper des questions environnementales après avoir traversé des périodes difficiles dans sa vie. De plus, il fera ressortir que ces questions doivent être traitées dans une perspective globale et enfin nous parlera de son projet de niveau international, l'Arche du futur. Et vous comprendrez qu'on accorde un peu plus de temps à M. Martin Gray pour toucher tous ces sujets. M. Martin Gray. Soyez indulgent avec toi parce que ça va durer un peu plus longtemps. Merci. Chers amis, merci de m'accueillir dans votre ville de Dolbeau. Merci d'accueillir avec moi, par moi, tous ceux dont je suis l'intermédiaire et le porte-parole. Je parle au nom de tous les miens. Je parle au nom de tous ces millions de lecteurs qui ont trouvé dans mes livres un écho de leurs pensées et aussi parfois des solutions pour leurs problèmes. Je parle au nom des jeunes qui cherchent. Je parle au nom de tous ceux qui se demandent où allons-nous. Je parle au nom de tous ceux qui sont angoissés par notre avenir et qui sont angoissés par l'avenir du monde dans lequel nous vivons. Et je parle aussi au nom de tous ces milliers et des milliers de personnes qui m'ont écrit. Et je ne suis pas un orateur, et je vous le dis, je ne suis pas un orateur et cela n'a pas d'importance. Vous n'êtes pas venu ici entendre quelqu'un qui vous apporte de belles phrases, de belles paroles. Vous êtes venu ici pour vous rencontrer aussi, si je peux peut-être dire, mes collègues qui vous parlent d'environnement, et aussi rencontrer un homme qui a derrière lui une expérience de la vie, un homme aussi en qui d'autres hommes se sont reconnus. Et je dis cela sans orgueil, mais je dis cela parce que ce sont des faits. Mais avant de continuer mon exposé, je voudrais dire à ces gens qui ne me connaissent pas ou qui me connaissent mal, pourquoi je suis ici. Moi, qui je ne suis pas ni un philosophe, ni un médecin, ni un savant, ni un biologiste, ni même un expert en environnement. Je suis simplement un homme qui a connu beaucoup d'expériences et je n'ai pas appris dans les livres, j'ai appris dans la vie. Et cette vie-là que je voulais partager avec vous, et pour vous dire des grandes lignes de mon existence, j'habite en France, sur la Côte d'Azur, le pays qui a connu en 1970 une grande drame puisque des milliers d'hectares ont brûlé, des hommes sont morts, et parmi ces hommes, comme disait notre ami le journaliste, ma femme et mes 4 enfants. Ne voulons pas que cette mort sera inutile, leur mort sera inutile, voulons donner une raison à ma vie. J'ai créé une fondation pour essayer de préserver le sort de ma famille. J'ai sensibilisé la population en France sur le problème des incendies de forêt. En bref, j'ai lancé une action qui s'appelle « Un enfant, un arbre ». Je voulais que chaque enfant plante chaque année un arbre, parce qu'un enfant qui plante un arbre va voir cet arbre pousser, grandir. Ce n'est pas lui qui sera un pyromane, ce n'est pas lui qui va couper une tête d'un arbre quand il sera adulte. Et puis j'ai écrit
mon histoire de ma vie, puisque je ne savais pas si je pourrais survivre ce dernier drame, puisque c'est la deuxième fois que je perds toute ma famille. Et ce livre est devenu un grand succès au monde, puisqu'il est traduit en 26 langues, lu par des millions au monde. Bien sûr, pour moi, un succès d'un livre, ce n'est pas le nombre vendu. D'ailleurs, je n'ai jamais touché le droit d'auteur de mes livres. Mais pour moi, le succès d'un livre, c'est ce qu'il fait à chacun de mes lecteurs. Et j'ai reçu donc ensuite des milliers de lettres. Et qu'est-ce qu'ils disaient les gens dans ces lettres? D'abord, ils ont me remercié pour le courage qu'ils ont trouvé, eux, en lisant mon livre. Ils ont souhaité que ce dialogue qui a commencé avec « Au nom de tous les miens » ne se termine pas. Ils ont souhaité que je leur parle ce que je pense de la vie. Ils m'ont posé des questions que moi-même je suis posé, des questions que vous posez, des questions que l'homme se pose depuis millénaires, de pourquoi. Pourquoi la vie, pourquoi la mort, pourquoi les bourreaux et victimes, et le bonheur et le malheur, à toutes ces questions, je voulais répondre. Et je suis remis à écrire. Et en parlant de l'amour, de la souffrance et du destin, je réussissais mieux à comprendre ce qu'était mon amour, ma souffrance et mon destin. Donc depuis, j'ai écrit plusieurs livres dans lesquels je simplement essaie de dire pourquoi je continue à vivre, comment il faut réagir et comment on peut trouver, malgré tout ce qui nous arrive encore, le courage, le bonheur et l'espoir. Ce n'est pas des recettes miracles, parce qu'il n'y a pas de miracle, il y a seulement la vie, et dans la vie, il faut trouver les forces pour continuer à vivre et se battre. Voilà, dans ma tragédie, voilà ce que j'ai découvert, une nouvelle route. Grâce au mien, j'ai découvert que l'homme en lui a une force infinie, qu'il est le porteur d'une énergie psychique, qu'il est lié ou s'est créé une énorme énergie psychique, et tu dois connaître l'existence de cette énergie pour pouvoir transformer sa vie. Et tout cela, nous allons parler ce matin et partager avec vous ce que la vie m'a appris. Je dis bien parler parce qu'écrire est une chose. Vous savez bien que je viens de terminer maintenant mon dernier livre et je sais que ce livre apporte à mes lecteurs ce que je souhaitais qu'il apporte. Mais je crois aussi qu'il faut se parler, il faut se rencontrer parce que les courants passent entre nous, je les sens. Et l'émotion nous est nécessaire à vous et à moi. Nous avons besoin de nous parler. Moi, je continue par moi, je ne suis pas modeste, vous le savez bien. Moi, j'ai besoin de vous rencontrer pour faire connaître mes idées, car je crois vraiment qu'aujourd'hui, dans cette période troublée, où on voit les plus grands penseurs, ou ceux qui se disent être les plus grands penseurs, chercher l'explication à la crise actuelle. Eh bien, les idées que je propose pour être simples, pour être des idées apparemment connues de tous, sont des idées qui peuvent apporter des solutions aux problèmes aujourd'hui. Vous, si vous êtes venu m'écouter, vous êtes assis ici parce que vous avez compris en venant dans cet hôtel que ce n'était pas Martin Gray, l'homme qui a une vue extraordinaire, le survivant sur lequel la radio, la télévision, la presse ont déjà tout dit. Ce n'est pas cet homme-là qui vous venez voir et entendre. Celui qui vous venait de rencontrer, c'était l'homme qui pouvait précisément être un intermédiaire entre les pensées d'autres hommes qui m'ont écrit, qui m'ont fait part de leur analyse, leurs problèmes, et puis vous-même. En somme, si ma vie a un sens aujourd'hui, c'est d'être cet intermédiaire entre les hommes. Et de certaine façon, je me félicite que dans la crise presque continuelle qui était ma vie, je sois finalement arrivé à cette situation d'intermédiaire, d'homme qui transmet des idées et qui permet aux hommes et aux femmes de se rencontrer. Parce que, voyez-vous, je ne voudrais pas que vous soyez pour vous-même les uns assis à côté des autres, des inconnus. Et je voudrais que cette rencontre dans cette salle ici à Dolbeau ne soit pas seulement la rencontre de M. X à M. Y avec Martin Gray, mais puisque vous êtes ici, vous avez découvert qu'entre M. X et M. Y, il y a des points communs, puisque vous vous intéressez aux mêmes idées,
Et ces idées, c'est l'ouverture vers l'autre. Et ces idées, c'est aussi le contraire de l'isolement de chacun dans son petit problème. D'ailleurs, ce n'est pas au nom de la morale que je dis cela. Parce que j'ai découvert tout au long de ma vie qu'à s'enfermer dans son mur de son égoïsme, il devient d'abord impossible de se comprendre soi-même, de comprendre les autres, et donc de réussir. De réussir quoi? Car derrière ce mot de réussite, les gens placent une montagne d'argent, des autres des grands titres dans les journaux. Pour certains, c'est trouver une nouvelle femme. Pour des autres, c'est réussir beaucoup au bridge ou au poker. Eh bien, réussir, cela veut dire d'abord trouver cette paix, cette tranquillité, qui, je le sais bien parce que j'ai vécu moi-même, sont ce que chacun d'entre nous, chacun d'entre vous recherche d'abord. Cette paix, cette respiration plus légère que nous avons connue à un moment donné de notre vie et qui brusquement a disparu pour faire place aux soucis, aux angoisses. C'est ça la réussite, et non pas les tas de billets, et non pas les titres dans les journaux, et non pas la rencontre, la conquête, je devrais dire, d'une femme ou d'une situation. Seulement cette réussite, il faut savoir comment l'entendre, et c'est pourquoi je suis ici, et c'est pourquoi j'ai écrit mon dernier livre. Voyez-vous, quand mon éditeur m'avait demandé ce qu'il y avait dans ce livre avant de les publier, avant de faire ce tirage exceptionnel, parce qu'il croit dans ce livre comme je le crois, eh bien, je lui dis, il y a dans ce livre des secrets. Des secrets qui ne sont pas des secrets, mais qui sont devenus des secrets parce que le sable les a recouverts. Et moi, parce que ma vie était faite que j'étais contraint à découvrir ces vérités oubliées, moi, j'ai remué ce sable et j'ai sorti au-dessus de chaque grain de sable ces vérités oubliées, ces secrets qui permettent l'équilibre de notre vie. Or, plus que jamais aujourd'hui, l'équilibre est difficile à atteindre et plus que jamais il est nécessaire. Pourquoi est-il difficile à atteindre aujourd'hui? Eh bien parce qu'au fond, vous vous posez constamment la question « pourquoi ?» Pourquoi ces événements qui déferlent autour de nous? Où allons-nous? Et je sais bien, quand je traverse des villes de Pologne d'où je reviens, de Paris ou Rome où mes livres étaient publiés récemment, eh bien je sens bien autour de moi une atmosphère grise, une atmosphère d'inquiétude. Et ce n'est pas la psychologie qui a la cause. En fait, tout un système que nous avons cru éternel est en train de craquer. Pensez par exemple à ce que nous avons cru, et j'ai cru comme tout le monde, que nous étions rentrés dans l'ère de l'abondance. C'était évidemment une contre-vérité, puisqu'au moment où nous vivons les gaspillages, eh bien, dans différentes parties du monde, des centaines, des milliers d'hommes, de femmes, des enfants mourent de faim. Savez-vous que l'année dernière, il suffit d'utiliser ces quelques pays riches en Amérique du Nord ont jeté combien dans leurs poubelles pour sauver des milliers de hommes dans le Sahel africain, par exemple. Eh bien, je dis, quand le monde arrive à ce degré de misère d'un côté et le gaspillage de l'autre, quelque chose de très profond est en cause. Je dis qu'une crevasse se creuse peu à peu et que la civilisation dont nous sommes si fiers est rongée par un cancer. Où allons-nous? Je ne sais répondre exactement. Mais ce que je peux dire, c'est que vous sentez que cela ne peut pas continuer. Ne peut pas continuer le développement infini de la consommation de biens inutiles. Ne peut pas continuer le
développement infini de cette ville gigantesque qui mange les prairies, qui mange les champs de blé et qui mange l'atmosphère. Ne peut pas continuer non plus cette course de vitesse qui a devenu notre vie. Pourquoi? Au nom de la morale, je parlerai de la morale tout à l'heure, mais d'abord au nom de la impossibilité, et c'est cela que nous vivons aujourd'hui, nous vivons l'impossible continuation de la situation actuelle. Regardons bien, l'industrie automobile est en crise parce que le pétrole est pas cher ou trop cher. Les villes sont en crise parce qu'on est le touffe. En bref, nous avons oublié, les sociétés ont oublié, nos sociétés avancées ont oublié combien nous étions fragiles, combien nous dépendons d'autres pays. Eh bien, aujourd'hui, nous payons le prix de notre aveuglement. Voilà la crise, et pas seulement économique, et voilà pourquoi notre équilibre individuel est si difficile à trouver. Parce que nous sommes menacés par le chômage, par la dégradation des mœurs. Et tout à l'heure, je vais énumérer la liste de toutes ces menaces. Mais nous sommes ici d'abord réunis pour parler de l'avenir. Parler de l'avenir de notre environnement, c'est-à-dire de vous et de vos enfants. Nous sommes trouvons réunis alors que s'annonce pour le monde entier, pour ces pays, des temps difficiles. J'ajoute encore très difficiles. La fin du siècle, les 10 années qui nous séparent de l'an 2000 seront obscures, dures. Il ne faut céder ni à la peur, ni à ces grandes terreurs qui ont marqué les âges passés. Quand les hommes craignaient l'an 1000, tant de fin du monde, disait-il. Il faut garder sa raison, mais si on est lucide, il faut dire que les années qui viennent seront sombres pour des centaines, pour des milliards d'hommes. Alors, je sais, la facilité, la tendance naturelle, c'est de fermer sa porte à la nuit qui vient. On a chez soi du feu, de la lumière et du pain. Les fenêtres sont closes, le vent n'y rentre pas. Tout va donc bien. Laissons les autres se débrouiller, chacun pour soi. Voilà comment chacun de nous, et moi aussi, voilà comment chacun de nous avons spontanément envie de réagir. Et je ne condamne pas cette attitude, je la trouve même très naturelle. Chacun pense à sa vie des siens, quoi de plus normal. Et pour changer l'ordre du monde, qui sait quel chemin prendre? Quel sera le poids de notre action? Alors, occupons-nous, de nos parents, de quelques amis peut-être, et cela suffit. Cela parfois est vrai, parfois seulement. Parfois, il n'y a d'issue que seul. Quand j'étais prisonnier de Treblinka, je me suis, après quelques jours, peut-être après quelques heures, rendu compte que tous ensemble, il était trop tard, presque impossible pour se sauver. Plus tard, je m'étais déjà enfui. Il y a eu cependant un groupe d'hommes qui se sont révoltés, qui ont réussi à sortir du camp. Mais moi, j'avais dû choisir de tenter seul de sauver ma vie. Je voulais survivre à tout prix. Je voulais être sûr que l'un de nous témoignera au nom de tous les miens. Mais j'avais d'autres expériences. Si dans les ghettos de Varsovie, nous avions pu collectivement réagir au début, si partout ceux qu'on allait déporter avec toute la population résisté, alors cette déportation massive de millions de gens ne serait pas possible du tout. Par contre, chacun a gardé, à part quelques-uns d'entre nous lucides, sa porte fermée, voulant se sauver seul, et nous avons tous péri. J'ai eu cette même expérience avec les incendies de forêt, quand avant ce qu'on appelle les Verts, j'ai créé la Fondation d'Inagré en 1970. Vous ne pouvez pas vous protéger seul dans votre maison contre un incendie de forêt. Il faut que toute une région, tous les habitants se mobilisent. On ne se sauve d'un incendie que si l'effort est de tous. On ne peut lutter qu'en faisant la chaîne, en se passant l'eau de la main à la main, ou bien avant l'incendie, en débrouillassant
débroussaillant tout le jardin, un sol qui rompt la solarité, et c'est par là qui viendra l'incendie. Aujourd'hui, la situation du monde dans lequel nous entrons me fait penser aux circonstances qui précèdent les grands incendies de forêt. Des foyers existent partout. Ils se nomment pauvreté, inégalité entre les continents, ignorance, injustice, folie des dictateurs, stock d'armes, commerce des armes, fanatisme et intégrisme partout, dans toutes les religions et presque tous les pays, pollution, saccage des ressources naturelles, menaces contre les espèces, violence dans les villes, chômage, et je pourrais continuer la liste, parler des problèmes monétaires, du monde, de l'effondrement des systèmes entiers, ce dont, quand la guerre s'est terminée en 1945, j'avais connu quelques aspects. Et c'est pour refuser justement cette dictature que j'avais décidé de m'installer aux États-Unis après la guerre. Tout cela a-t-il toujours existé? En un sens, oui. La vie de chacun d'entre nous et la vie du monde sont faites de risques, de périls. Et de tout temps, dans l'histoire des hommes, les menaces ont été lourdes. Et il y a 50 ans, le nazisme et sa barbarie répandaient leur nombre sur le monde, le stalinisme s'alliait avec lui, et avant que ces deux monstres ne périssent, on dénombrait plusieurs dizaines de millions de victimes, et l'Holocauste, et l'Europe centrale et orientale plongeaient comme la Russie dans l'obscurité de la dictature qui vient seulement de se briser. Mais, ces dangers écartés, d'autres sont surgis et les anciens demeurent. Je suis allé récemment en Pologne. Je n'y étais plus retourné depuis 50 ans. Vous imaginez mon émotion. J'ai signé un exemplaire au nom de tous les miens à chaque député du Parlement polonais. J'ai renoué avec une partie terrible de ma vie. Je suis allé dans les villages où j'avais vécu, traqué, caché. J'ai retrouvé des paysans que j'avais connus alors. Tout a changé et rien n'a changé. Car, et la dernière campagne électorale vient de le montrer, l'antisémitisme s'exprime encore avec une force devenue folle, puisqu'il n'est plus en Pologne qu'une poignée de juifs. Les autres, leurs cendres ont été dispersées par leur vent à la sortie des crématoires. Partout ainsi remontent dans ces pays qui se sont libérés des vieilles réflexes. Et dans les pays du Sud, et même dans les pays de l'Occident, on le voit ressurgir le fanatisme. L'autre est un ennemi. Guerre sainte contre lui. Et cette passion meurtrière qui ensanglante les pays d'Israël, Jérusalem, me touche, vous comprenez bien, particulièrement. Comment pourrais-je être en paix quand ainsi la guerre couvre, quand la violence est quotidienne et qu'il faut tuer pour ne pas être tué? Comme je ne peux pas accepter cela, j'ai cherché des solutions. Et d'abord, j'ai voulu savoir pourquoi le monde semblait ainsi toujours soumis à la loi de la haine et comment, si rarement, si faiblement, il acceptait la loi de l'amour. Depuis plusieurs années maintenant, depuis 6 ans, j'ai parcouru ce monde pour comprendre, voir, parler avec les hommes et les femmes, nos frères des autres pays. J'avais déjà, il y a 8 ans, publié un livre qui s'intitulait « J'écris aux hommes de demain ». C'était comme l'introduction au livre que j'ai publié aujourd'hui. Je sais mieux aujourd'hui, j'ai vu, j'ai écouté. J'ai vu, écouter quoi? D'abord que nous sommes vraiment entrés dans une ère nouvelle. La population du monde va doubler en moins de 10 ans. C'est qu'ici, en France, en Europe plutôt, occidentale,
on risque de recevoir, venant de Roumanie, de Russie, de Pologne, de ces pays pauvres, affamés, près de 25 millions de personnes, et combien qui se pressent au sud de l'Europe, et si bien aussi l'Amérique, le Mexique. Nous sommes donc entrés dans une ère de grande migration. Pourquoi? Parce qu'elle a des déséquilibres immenses comme on avait jamais connu avant. Ce qui coûte un chien en France, et il y a 30 millions d'animaux domestiques en France, suffirait à nourrir pendant un an plusieurs enfants du monde du Sud. Mais ce sont des mots abstraits. Alors voilà des faits. Depuis que je parle ici ce soir, depuis que nous parlons ici ce soir, des centaines d'enfants sont déjà morts de sous-alimentation. Des centaines, des milliers, plus de 40 000 meurent chaque jour de faim. Et pendant que nous parlons ici, on a déjà tué plusieurs enfants dans les rues de villes brésiliennes, puisque là-bas, des escadrons de la mort font la chasse aux jeunes délinquants comme on traque les rats. Savez-vous que des dizaines de millions d'hommes et de femmes, près de 80% de l'humanité, disposent de moins de ressources que les 20% qui restent nous autres? Comment donc éviter les grandes migrations, les violences quand il y a tel d'écart? Et qui ne sait, qui ne voit qu'il existe aussi entre les quartiers de nos villes, entre les banlieues et les centres, comment ne pas comprendre que l'explication des violences doit d'abord être recherchée dans ces contacts visuels quotidiens entre la grande misère, le chômage, la faim d'un côté et de l'autre l'étalage de la richesse, de son gaspillage. Car notre monde est tout à fait nouveau parce que tout est vu immédiatement, instantanément que nous sommes les uns dans les cales, les autres sur la passerelle ou sur le pont emportés comme jamais auparavant dans l'histoire des hommes sur le même bateau. S'il coule, nous coulons tous. Et nous apprenons aujourd'hui qu'il y a 30 ans, l'arme atomique a failli être employée. Et nous savons que de très nombreux pays, par exemple l'Inde, le Pakistan, disposent, surtout maintenant les ex-soviétiques, disposeront ou disposent déjà de cette arme nucléaire. Et quand on connaît la pauvreté de la plupart de ces pays, quand on sait que souvent ils ne connaissent pas le contrôle de la démocratie, et surtout dans l'ex-soviétique, que des dictateurs, ou plutôt de nouveaux dictateurs, les dirigent, on doit trembler pour l'avenir de l'homme. Ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, être égoïste, c'est agir avec les autres. Être égoïste, c'est penser mondial. Fou et aveugle celui qui aujourd'hui croit pouvoir oublier le monde. Il est à notre porte. Demain, si nous n'organisons pas le monde, si nous ne partageons pas, il défoncera notre porte. Mais c'est difficile de penser le monde et d'agir avec les autres. Et pourtant, il le faut. Les incendies qui couvrent ne pourront être maîtrisés, éteints, que si nous sommes tous à faire la chaîne. Et il faut commencer ici et tout de suite. Ni vous, ni moi ne sommes des chefs d'État, ni des ministres. Je les rencontre, ils sont intéressés par ce que je dis et fais, parce qu'ils sentent bien que seuls, dans les palais de leur pouvoir, ils ne peuvent rien. Ils décident, mais que peuvent-ils si les hommes et les femmes auxquels ils s'adressent ne les écoutent pas? Au contraire, l'opinion les regarde avec soupçon, et souvent ceux-ci sont justifiés. Mais ne faisons pas de politique, ni vous, ni moi ne sommes des chefs d'État, mais nous pouvons agir quand même à notre manière d'aujourd'hui. Vous voyez, je vous parle comme j'écris, car je sens la situation du monde comme je le sens. Difficile et pleine de promesses, effrayante et enthousiasmante.
je n'ai pas voulu être simple ou me décrire ce qui est rassurant ou au contraire inquiétant. Chaque moment de la vie contient tous ces aspects. Et c'est ce qui fait sa grandeur, sa beauté, son caractère miraculeux. Je n'ai que ma voix, que mon cri, mon action, tout à l'heure que je vous parlerai, et mes livres pour convaincre. Je sais combien il est difficile d'arracher les hommes à ce qu'ils croient être leur tranquillité. Souvent, ils ne veulent pas voir l'avenir et ils n'écoutent pas les Cassandres. Je le sais par l'expérience, et je reviens vous parler de Treblinka, parce que quand je me suis évadé de Treblinka, j'ai raconté ce que j'avais vu. J'ai dit que c'était un camp d'extermination. J'ai montré mes mains avec lesquelles j'avais touché le corps des victimes. J'ai hurlé pour que l'on s'enfuit et qu'on lutte. On n'a pas cru. Ce que je disais était trop terrible, trop incroyable, et pourtant, c'était la vérité. Et j'ai peur qu'aujourd'hui, on n'écoute pas. Or, on ne peut pas laisser les choses aller sans intervenir. Comme le dit Georges Bernanos, on n'attend pas l'avenir comme attend un train. L'avenir, on le fait. J'ai toujours été un homme d'action et aujourd'hui encore, je me sens le devoir d'agir pour mes enfants, pour tous les enfants. Mon projet est simple, et je vous parlais tout à l'heure en bref de ce projet, aider les jeunes à mieux préparer leur avenir. Certes, comme je disais, je ne suis pas un homme politique ou un chef d'État, mais je sais qu'il faudra annuler la dette des pays pauvres, modifier l'équilibre économique qui font des plus démunis des victimes de l'expansion mondiale et qu'il faudra contrôler les cours des matières premières, faire en sorte que les sommes épargnées grâce au désarmement soient consacrées aux pays les plus pauvres. Ces grandes décisions sont indispensables. Elles doivent être prises par un genre de gouvernement mondial, par une sorte d'exécutif international. S'il existait, ce que l'on vit en ce moment aurait peut-être pu être évité. Et il faudra, dans nos pays, agir avec que l'égalité et la justice gagnent du terrain, afin que la barbarie ne se répande pas à nouveau, infiltrant chaque conscience, même dans les nations qui paraissent les mieux protégées, comme le Canada par exemple. Hier, j'ai vu des tombes dans un cimetière juif, des carpentras profanés, des tombes ouvertes et un cadavre exhumé, violenté. Est-ce possible en 1992? Eh oui, c'est possible. Il faut donc empêcher ce possible-là qui germe déjà parmi nous, l'empêcher non seulement au nom de la morale ou des principes, mais aussi parce que c'est notre intérêt. Intérêt de chaque homme aujourd'hui est de prendre en compte la vie de tous les hommes. Morale, égoïsme, individualisme lucide et fraternité se conjuguent ensemble aujourd'hui. J'ai donc décidé, de ma part, d'ajouter une petite goutte à ce monde qui a besoin. J'ai décidé de créer une action qui s'appelle Futur pour répondre aux centaines de milliers de jeunes qui m'ont écrit après l'apparition de mes différents ouvrages, de la diffusion de la série télévisée autobiographique au nom de tous les miens. C'est pour répondre à ces jeunes et à tous les autres qui s'inquiètent et qui s'interrogent vis-à-vis de leur avenir que je lance mon action. Futur est une organisation à vocation pédagogique destinée à aider les jeunes à mieux s'adapter au changement du monde dans lequel nous vivons, à mieux se construire l'avenir et à mieux s'adapter, comme je disais, à ce problème que nous vivons. Grâce à une dynamique médiatique permanente, jamais égalée, Futur est conçu pour toucher et sensibiliser toute la population, non seulement, je parle de l'action d'abord en France, non seulement les 5 600 000 jeunes collégiens et lycéennes qui sont directement concernés par l'action, mais également leurs parents et l'ensemble du monde des adultes.
Concrètement, Futur existe d'ores et déjà au travers de son laboratoire médiatique baptisé l'Arche du Futur. L'Arche du Futur est un ensemble architectural et technologique exceptionnel que je viens d'édifier sur ma propriété sur la Côte d'Azur. Cette œuvre architecturale symbolise la démarche du futur et en sera la vitrine. Au-delà de cet aspect esthétique, ce centre est destiné à être les lieux privilégiés de réunions, rencontres, expositions organisées par Futur à l'intention des jeunes. Ces jeunes, d'abord de la France, viendront participer gratuitement à de grands débats télévisés lors desquels ils pourront rencontrer les plus importantes personnalités internationales susceptibles de débattre avec eux des sujets les plus brûlants. Ces débats télévisés seront donc présentés d'abord en France, ensuite dans tous les 12 pays européens, et ensuite nous espérons aussi exporter notre action dans tous les pays du monde. Voilà en bref ce que je veux faire de mon action. J'ai tant de choses à vous dire, mais malheureusement, le temps nous presse, puisque Monsieur nous dit qu'il ne nous reste pas de temps. Et tout à l'heure, peut-être je répondrai à votre question. Je vous remercie d'abord pour votre silence presque religieux que vous m'accordez ici ce matin. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup, M. Gray. Alors, naturellement, comme on avait prévu une période de questions, c'est maintenant à vous de travailler, c'est-à-dire vous présenter au micro. Et si vous avez des commentaires ou encore des questions à poser à nos invités de ce matin, je vous prierai, s'il vous plaît, de vous présenter devant le microphone qui est là et de poser vos questions à la personne dont vous voulez obtenir des réponses. Oui, madame? Est-ce que, monsieur, je voudrais faire signer 2 livres par M. Gray. Oui, après, madame, si Après. vous permettez, une fois que ça sera terminé, vous pourrez venir voir M. Gray pour obtenir ça. Oui, monsieur? Bonjour, monsieur. Un peu bas, tout cas. J'ai une question pour tout le monde. Est-ce que c'est pas vraiment clair que le développement durable commence par le développement humain? Est-ce que c'est pas vraiment clair que les problèmes humains sont la base du développement durable? C'est la question que je vous pose. Vous la posez à tout le monde. Je vais demander quand même peut-être une première réponse à M. Villeneuve et peut-être à Mme Furstenberg, parce que je ne voudrais pas quand même étendre le débat à chacun des participants. Alors, M. Villeneuve. En fait, c'est tout à fait vrai que le développement durable, c'est d'abord et essentiellement un développement humain. C'est, comme je le disais tout à l'heure, une question d'une nouvelle éthique basée sur le respect. Et c'est aussi la reconnaissance de l'humilité, qu'on est dépendant de la nature pour tout ce dont on peut bénéficier. La nature transformée par notre intelligence, mais aussi c'est la conception, je pense, qui nous manque le plus, c'est celle du temps, de la temporalité. On n'est pas né d'hier, et puis j'espère qu'on ne mourra pas demain. C'est pour ça qu'on se transmet à travers nos enfants cette philosophie-là. Mme Furstenberg, vous voulez apporter des commentaires là-dessus? Je suis tout à fait reconnaissante pour cette question parce que par le même mouvement, je peux remercier M. Gray de l'intervention remarquable et à quoi vous faites allusion, c'est cette énergie psychique infinie qui a été si bien exposée par M. Gray et qui est en jeu ici, la découverte de soi-même, la volonté de développer cette énergie. Et il est évident que la crédibilité d'un personnage, et là on va directement sur le plan de la participation et sur le plan de la démocratie mise en œuvre, que la crédibilité d'un personnage dépend de cette volonté mise en avant de travailler cette substance, de faire sa vie avec. Donc, point de vue démocratie, nous sommes encore situés, peut-être pas à l'âge de pierre, mais disons au Moyen-Âge, comme a dit ma collègue ce matin. Et il faut se rendre compte, chacun d'entre nous, combien on est en train de manipuler les hommes politiques qui peut-être quasiment tous, sauf exception rare, avec une pulsion d'assumer une responsabilité, se mettent à l'œuvre et dans la suite se font manipuler par cette inertie de la masse de ceux
qui sont contents de se faire représenter, qui râlent un petit peu, mais qui ne mettent pas en jeu leur propre énergie. Je trouve que c'est très important dans le contexte de ce développement auquel vous faites allusion. Vous ne croyez pas que, justement, les populations actuellement, par rapport au travail qui se fait au niveau du développement de la solution des problèmes environnementaux, vous ne trouvez pas que les gens peuvent avoir des doutes du fait que ça prend une éternité, du fait que les structures actuelles dans lesquelles évoluent tous les dossiers environnementaux ne sont pas en concordance avec la grosseur, l'immensité de ces problèmes-là eux-mêmes? Oui, oui, vous avez parfaitement raison. Vous faites allusion à la problématique organisationnelle et institutionnelle. Cette organisation est vraiment à 1000 lieues d'où se trouvent déjà les états de conscience de tout un chacun d'ici dans la salle et en moyenne de ceux qui s'entretiennent quotidiennement des grands problèmes de nos jours. Et voyons par exemple, nous tentons au sein de mon organisation qui est l'UNESCO de changer cet état de choses. Mais je suis parfaitement consciente que par exemple le manque de réceptacle institutionnel qui pourrait sur le tas récompenser une initiative comme celle qui a été dépeinte par M. Villeneuve, qui a réussi par des gestes simples à procéder à certaines économies d'énergie qui sont quand même tout à fait remarquables. Donc, il faut qu'il y ait des institutions qui sautent là-dessus, il faut qu'il y ait récompense, il faut qu'il y ait développement dans un sens positif de ces initiatives. Tout ça nous fait encore défaut. Madame Journeau, je pense que vous vouliez ajouter quelque chose là-dessus. Oui, je pense que, comme a dit M. Gray, où en sommes-nous? C'est important d'avoir les moyens de le savoir. Et c'est, je pense, l'outil, le plus grand outil que peut avoir la population pour s'assurer que ces gouvernements vont faire les démarches qu'ils souhaitent, eux, c'est par des bilans publics. Vous savez, j'ai 2 enfants et puis je peux savoir uniquement si on doit mettre des efforts en mathématiques ou en géographie parce qu'on a un bulletin à chaque mois ou à chaque 2 mois. Une petite entreprise, un dépanneur va savoir si elle va survivre, si elle va plus en avant ou si elle va faire faillite parce qu'elle examine ses comptes. Alors, c'est très important que la population ait les moyens de savoir où on est parti et vers où on s'en va et quels sont les progrès qu'on a faits. Et c'est aussi un moyen de stimuler notre effort collectif, notre effort individuel. On va se sentir de cette façon-là, tous ensemble, dans le même ouvrage collectif. Et puis, on va pouvoir s'assurer que le travail se fait réellement, qu'on ne se fait pas raconter des histoires. Est-ce que vous voulez apporter autre commentaire? Non, M. Gray, oui. Moi, j'aurais ajouté quelque chose d'encore plus simple. Je pense que je vais simplifier les choses. Je pense qu'il faudra briser cette mur de cette solitude, de cet égoïsme qui nous entoure. Et je vais m'expliquer par le vécu. Vous savez, quand j'étais pendant la guerre, excuse que je vous parle encore de la guerre, mais pour vous donner un peu illustré, quand j'étais pendant la guerre dans les ghettos de Varsovie, il m'est arrivé de rencontrer des hommes et des femmes qui n'étaient pas plus mauvais que les autres, mais qui avaient cru que la solution de leurs problèmes, c'est de s'enfermer dans leur solitude, dans leur égoïsme. Et bien, que ce soit dans les ghettos de Varsovie, ou c'est ça plus tard à New York, en Amérique, dans la vie, dans les affaires, je me suis aperçu que la route qu'ils ont choisie était une impasse qui n'avait pas d'issue. Et que le développement d'une personnalité, le monsieur qui vient de dire, peut se faire seulement à condition qu'on brise la solitude, on brise cet égoïsme et qu'on aille vers les autres. Je crois que ce qui est plus important, c'est d'aller vers les autres. Mais il faut aller vers les autres. Pourquoi dire, pourquoi faire? Tout le monde n'a pas eu une vie extrême. Tout le monde n'a pas eu une vie faite du malheur ou du bonheur extrême. Tout le monde n'est pas un grand peintre ou un grand musicien. Seulement, chacun porte en soi, et je crois que vous le savez, chacun porte en soi quelque chose d'unique. C'est quelque chose d'unique. Certains diront que c'est une âme, d'autres autres diront que c'est un caractère. Eh bien, c'est quelque chose d'unique qu'il faut d'abord laisser briller, ensuite le faire montrer et le faire partager. Je crois que le plus important, c'est de faire partager. Et sur ce sujet, est-ce que j'ai encore le temps de développer? Oui, il n'y a pas d'autres questions, à moins que quelqu'un ait d'autres questions, mais pour l'instant, ça va, vous pouvez toujours développer. Eh bien, je développe. Pour faire partager, pourquoi? D'abord parce que ça donne de la joie. Manger son pain seul dans un coin,
c'est manger du pain sec, très vite il vous étouffe. Brisez ce pain, donnez une partie à celui-là qui passe, à un de vos fils, à un de vos proches, ou même à un inconnu, c'est multiplier ce pain. Voyez-vous, je retrouve les phrases qui sont connues dans les églises, dans les synagogues, dans les temples du monde. Car il a des vérités que l'homme a tout de suite trouvées, et même si parfois elles sont dissimulées en nous, eh bien, quand la vie nous en a marqué, on les retrouve. Eh bien, je disais tout à l'heure qu'il faut faire partager cette partie unique qui est en nous, les faire partager pour donner de la joie et aussi donner aux autres. Et à ce moment, surgit précisément la communication, et c'est la fin de la solitude, et c'est la fin de l'égoïsme. Si vous avancez masqué, si vous êtes enfermé en soi-même, que restera-t-il de la vie? Il restera très peu de choses, de bien matériel, de joyeux, car cela n'est pas la vie. Voilà, pour développer notre monde, il faut d'abord se développer soi-même, que le monsieur tout à l'heure qui posait la question, qui était la réponse principale de ce matin. Merci, M. Gray. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres commentaires? Oui, madame. La question s'adresse à Mme Journeau ou à M. Villeneuve, dépendamment qui pourra me répondre. On parle de créer un office de protection de l'environnement au Québec. Est-ce que le mandat de cet organisme-là se situera au niveau de l'intervention ou ce serait simplement un organisme de coordination? Madame Journeau, peut-être, comme vous connaissez bien les organismes gouvernementaux. Je sais que c'est ce qu'on propose, ce que le ministre de l'Environnement propose, c'est un organisme d'intervention sur le terrain. M. Villeneuve, est-ce que vous avez un commentaire là-dessus? Non, ça va? D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vous inviterai à vous avancer si vous avez d'autres questions comme ça pour gagner un peu de temps et passer le plus d'interrogations. En écoutant les nouvelles hier soir, on disait que le budget fédéral mettait 14 milliards de dollars dans les frais de défense. Et tout de suite après, au point, on expliquait comment une firme américaine de relations publiques avait organisé quasiment le support américain à la guerre du Golfe. Ma question, c'est est-ce que c'est envisageable qu'un jour, les budgets de défense soient transférés à l'environnement et comment ça pourrait être possible? C'est un souhait plus qu'une question, mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut... Madame de l'UNESCO. Madame de l'UNESCO, oui. Et Madame, monsieur aussi. Oui. Vous avez parfaitement raison, parce que ce qu'on a appelé les dividendes de la paix, maintenant faisant allusion à la guerre froide, donc c'était les dividendes de la paix de cette guerre froide qui étaient visés, ont donné lieu à des émanations de la presse qui étaient tous très optimistes avant les événements de la guerre du Golfe, comme vous le savez, comme pouvez-vous toujours le rechercher. Donc, comme j'ai aussi dit dans mon intervention, le grand malheur veut que les dividendes de la paix qui se réalisent par-ci, par-là, ne tombent malheureusement pas forcément à l'endroit où il faudrait immédiatement l'emploi pour l'environnement et que les mécanismes institutionnels, les mécanismes de transfert de ces fonds pour les acheminer immédiatement vers les priorités écologiques nous font défaut, ou au moins nous font en grande partie défaut, exception faite de certaines installations, de certaines possibilités d'acheminement qui ont quand même été méditées, mises en route par le système des Nations Unies, par exemple. Mais, comme vous le savez, tout ça est encore pas très bien vu par les gouvernements différents de ce monde. C'est pour ça qu'on essaie d'organiser Rio. C'est dans cette perspective-là qu'on espère avancer à Rio. On l'espère. Oui, monsieur, une autre question? Monsieur, désolé, monsieur Villeneuve. Oui. Oui. Tant qu'on présentera des émissions de bande dessinée du samedi matin où il y a 40 actes violents à la demi-heure, tant qu'on présentera Rambo comme un héros, tant qu'on valorisera la solution des problèmes par la violence, tant qu'on applaudira les joueurs de hockey qui se cassent la gueule sur la glace au lieu de patiner, on n'aura jamais de réduction des budgets militaires.
Merci. Est-ce que vous avez d'autres commentaires? On peut passer à une autre question? Je peux juste vous dire que le gouvernement réagisse aux pressions. Ça, c'est constant. Et puis, c'est peut-être qu'ils n'ont pas encore vu l'importance que les gens accordent à avoir vraiment des solutions. Et lorsque la pression sera assez forte, les budgets changent. Il faut que les gens réagissent et démontrent leur volonté du changement. C'est seulement par ça que ça va changer. C'est pas à Ottawa ou à Québec qui vont décider un matin, bon, on va changer un petit peu le budget. C'est par la suite de la lecture de l'opinion publique. Oui, monsieur, une question? Une question pour Mme Christine. J'aimerais ça qu'elle situe un petit peu la position du Canada par rapport à Rio. Est-ce qu'on est influent? Est-ce qu'on est original ou on compte pas beaucoup? Tout à fait. Là, vous touchez à un sujet excellent parce que, comme vous le savez, le secrétaire général de cette conférence des Nations Unies pour l'environnement et le développement est canadien. C'est un Canadien hautement visible, M. Maurice Strong, qui n'a pas seulement le mérite d'organiser cette conférence, mais qui a déjà été le secrétaire général de la première grande conférence internationale sur l'environnement qui a eu lieu en 1972 à Stockholm. Dans la ligne de ça, le Canada fait preuve d'une présence extraordinaire. Et je peux vous dire, le Canada assume aussi le suivi le plus important de Rio. Et ça, j'espère, je vous apprends rien de nouveau, parce qu'il faut bien que vous soyez conscients, et surtout les organisateurs et les animateurs de cette initiative que je trouve absolument admirable, qui est la transformation de la région en laboratoire de développement durable. Je le dis ici à haute voix, il faut que vous soyez présents et visibles à Toronto. Je sais qu'il y a une petite barrière à franchir qui m'est tout à fait connue, comme je suis originaire d'une région bilingue, moi aussi, du Tyrol, qui a été en plus coupée politiquement en deux moitiés. Donc je sais tout à fait qu'il y a certaines barrières culturelles et politiques à franchir. Quand même, Toronto, octobre 92, le grand suivi de Rio, la conférence mondiale sur l'environnement et le développement, point de vue d'éducation. Je vous prie, investissez ce que vous faites ici dans cette conférence. Bon, pour répondre à la question, les Canadiens sont omniprésents sur le plan international. Il y a un sous-ministre de l'Environnement qui s'est donné un mal fou pour réanimer la Convention de la forêt qui a été sapée par certains d'autres. Vous savez peut-être par qui. Je ne vais pas m'étaler ici en faisant de la politique internationale, mais le Canada fait preuve d'une grande présence. D'ailleurs, l'UNESCO a accordé le poste de sous-directeur général à une femme canadienne québécoise, Madame Fournier. Oui, madame. Ne croyez-vous pas que si on veut vraiment devenir une région de développement durable, il va falloir commencer d'abord chacun chez soi? Je pense qu'on est vraiment, on critique nos gouvernements d'une façon ou d'une autre. On a d'abord les gouvernements qu'on mérite. Deuxième des choses, on est les premiers à tout donner puis à tout accorder à nos enfants. On ne trouve jamais qu'ils en ont assez. Qui achète les Nintendo, qui achète les télévisions, qui achète les cassettes, parce qu'on n'a pas encore assez de télévision. On leur achète des films ou loue des films à tous les soirs ou à toutes les fins de semaine pour les tenir tranquilles, pour pas qu'ils chiolent, pour qu'on puisse dormir plus longtemps le matin. Puis, ensuite de ça, on trouve qu'ils n'ont jamais assez de jouets, ils n'ont jamais assez de... on les habitue pas à écrire sur le papier. Ils sont à l'école, ils écrivent juste sur un côté de feuille. On les fait pas écrire sur les deux côtés. On les fait pas réutiliser jamais le papier qui a trop. On fait acheter crayon la moitié. On fait un gaspillage éhonté. Puis, on est les premiers à critiquer nos gouvernements. Moi, je pense qu'il va falloir commencer par chez nous, à la table, dans les garde-robes, dans les écoles, partout. Si vraiment on veut devenir laboratoire de développement durable, c'est là qu'il va falloir commencer. Si je vous comprends bien, vous voulez savoir à peu près si, au niveau des citoyens, il y a un niveau d'implication qui est croissant, c'est ça? Et je pense que ça ne donne rien de parler si on ne commence pas par nous autres. Donc, on peut peut-être adresser la question à M. Villeneuve, qui y travaille déjà depuis un certain temps au niveau de la région laboratoire. M. Villeneuve. D'abord, premièrement, je voudrais rendre hommage à une personne que vous ne voyez pas souvent, qui s'appelle Suzanne Lambert, qui m'accompagne depuis trop peu de temps.
Suzanne est la personne probablement qui vit le plus au quotidien l'application de ces grands principes. Je dois vous dire qu'à 4 Nord-Américains, on considère comme un succès de réussir à mettre au bord du chemin un petit sac de poubelle par semaine. Ça, c'est la réduction dans la consommation des produits jetables, c'est la réutilisation au maximum, c'est le recyclage des choses recyclables. Et c'est pour nous une mesure. Puis je ne pense pas que ça demande tant de sacrifices que ça. Je n'entrerai pas dans le détail de comment le recyclage se fait du jardin aux poules puis des poules au jardin, mais je dois vous dire que ça a des à-côtés très éducatifs et très intéressants pour les enfants. Et les enfants, ils prennent exemple sur les modèles qu'ils ont. Et effectivement, si vous voulez régler votre première partie d'éducation négative, faites donc une soirée de zapping à l'envers, c'est-à-dire enregistrer la télévision toute une soirée comme la plupart des gens sont capables de le faire, mais enlevez tous les programmes, ne gardez que les commerciaux et regardez-les en famille en vous posant la question, serions-nous plus heureux si on avait fait tout ce qu'ils nous disent de faire pour être heureux? Et il y a 2 façons d'envisager la richesse. Il y en a une qui est de déborder d'argent par toutes les coutures et de ne pas savoir quoi en faire, puis l'autre, c'est de ne pas en avoir besoin. Alors, il y a d'abord et avant tout une réflexion sur soi, une réflexion sur les choses nécessaires et essentielles. Et je vous jure que le lèche-vitrine dans les magasins, c'est peut-être bon pour l'économie, mais ce n'est pas très bon pour le bonheur national brut. Que les gens, lorsqu'ils s'en vont magasiner, vont se rendre malheureux parce que ou ils s'endettent et ils en ont pour des années à payer pour quelque chose qui n'était pas utile, ou encore, ils regrettent de ne pas avoir les moyens et ils cherchent tous les moyens pour finir par les avoir parce qu'on leur dit que c'est un symbole de réussite sociale. Il y a à repenser notre consommation, il y a à repenser la relation qu'on fait entre l'abondance et la prospérité. Il y a des éléments là-dedans qui ne sont pas compatibles. Et, enfin, moi, comme je l'ai dit tout à l'heure pour la région, tant qu'on n'aura pas des comportements qui démontrent que collectivement, on est crédible dans cette voie-là, on ne sera pas capable de changer quoi que ce soit vis-à-vis de la considération et vis-à-vis des possibilités d'étendre notre expérience de région laboratoire. Est-ce qu'il y a quand même une amorce de démonstration? Il y a une amorce de démonstration qui se fait. On va avoir des installations de mise en place, par exemple le tri sélectif là, qui va se faire dans la région. Le centre de tri, ça va être un gros progrès au niveau des déchets. Sauf que idéalement, c'est qu'il ne faut pas qu'il y en ait. Idéalement, il faut que les gens le comprennent. Puis ici, le Festival de l'environnement, puis encore une fois, je lui rends hommage, il vise à donner aux gens des trucs pratiques. Vous allez à l'exposition de l'environnement cet après-midi du festival, vous allez voir des gens qui ont des solutions à vous donner. Ça ne coûte pas si cher que ça de commencer à devenir efficace au point de vue énergétique. Et puis, Pierre Dansereau le disait, puis il faut référer souvent à Pierre Dansereau parce que c'est un bonhomme d'une profondeur extraordinaire. Nos seules faillites sont les faillites de l'imagination. Quand on se fait dire qu'est-ce qui est bon par des gens qui ont avantage économique à ce qu'on le consomme, je ne suis pas sûr qu'on se sert beaucoup de notre imagination. Puis la réduction de la diversité, ça va de pair avec les économies de masse. Les économies d'échelle, ça ne permettra jamais à une culture francophone de 6 millions de personnes de se justifier en Amérique du Nord. On coûte beaucoup plus cher que les autres à servir. Mais on a peut-être d'autres motivations beaucoup plus importantes qui nous permettent de réclamer notre place au soleil puis d'exister avec notre culture. Ces éléments-là font que nous avons peut-être la chance d'être le moteur de l'exemple dans le développement durable parce qu'on est déjà habitué à être différent. D'accord. Je prends encore 2 petites questions parce qu'il nous reste un gros 5 minutes. Oui, monsieur. On veut faire de la région un laboratoire de développement durable. J'aimerais savoir de la part de Mme Journeau et de M. Villeneuve où se situe le projet de l'Achouac-Pouchouane par rapport à ce projet de laboratoire. Mme Journeau. Ce projet-là, probablement qu'il sera évalué publiquement. Nous avons au Québec la chance d'avoir, on en discutait ce matin,
la chance d'avoir un processus de participation publique qui est à peu près unique au monde. On ne le sait pas, notre richesse au niveau de la démocratie, ce processus qui nous permet d'abord d'être informés et d'être informés publiquement sous l'œil des caméras et avec l'aide des spécialistes externes qui viennent aider la population et avoir par la suite la possibilité de donner son opinion. Alors, je pense que c'est par ce processus-là, probablement que vous utiliserez, que vous pourrez évaluer, vous, chacun de vous, comment vous le voyez, le projet, s'il est souhaitable et comment, s'il est souhaitable, il doit se réaliser. Alors, ce n'est pas en amont d'un processus qu'on doit se prononcer, c'est après avoir été informé et après avoir vécu pleinement et sereinement un processus démocratique de participation publique que vous pourrez vous faire une opinion. Ce n'est pas maintenant, je crois, qu'on peut nécessairement se faire une opinion. M. Villeneuve, la question s'adressait aussi à vous. Oui, bien effectivement. D'ailleurs, dans les 3 pistes que j'ai données, on visait directement ce projet-là, entre autres. D'abord, premièrement, c'est un projet qui nous est présenté comme un projet de développement. Il faut donc le questionner comme un projet de développement, c'est-à-dire à quel besoin est-ce qu'il répond. Ensuite de ça, c'est un projet qui offre, je pense, une occasion exceptionnelle. N'oubliez pas que c'est la première fois qu'on passe dans un processus de consultation du public préalable même à l'étude d'impact de phase 2. Normalement, ça n'arrive jamais. D'ailleurs, c'est une des recommandations au niveau du BAP de la commission Lacoste à l'époque, qui disait qu'on doit consulter le public dès la conception des projets pour les bonifier au départ. Ensuite de ça, c'est un projet dans lequel on a malheureusement tenté d'utiliser le rapport de force, ce qui est à l'antithèse du développement durable. Et tant qu'on va jouer dans le rapport de force, l'Hydro-Québec sera toujours plus forte. Peu importe, parce que le gouvernement peut très bien décider, pour le bien commun de la province de Québec, d'imposer des barrages, carrément, et de passer à côté de la loi s'il le désire, si le besoin est urgent à ce point-là. Et donc, la vraie question et les vraies questions qu'il faut se poser, ce sont des questions sur les besoins qui justifient un tel développement. Naturellement, pour le reste, c'est de limiter les dégâts. C'est comme ça que ça doit être présenté. Mais fondamentalement, ce n'est pas parce que mon voisin a besoin de m'emprunter mon auto une fois de temps à autre que j'ai affaire à m'acheter une 3e voiture alors qu'il y a 2 conducteurs à la maison. Merci, M. Villeneuve. J'accepte une... On prend une dernière question. Oui, monsieur. Oui, ma question s'adresse à M. Villeneuve en particulier, mais ça va dans le sens qu'on parlait ce matin, côté implication des individus. Je voulais savoir, la région laboratoire de développement durable, c'est une structure qui s'est mise en place, vous avez dit, à partir de 120 décideurs qui se sont réunis à un moment donné. Il y a sûrement une place pour la population, je crois. J'aimerais savoir les projets que vous avez pour impliquer davantage la population à ces démarches-là, puis à mobiliser les gens, finalement. OK. Au point de vue, je fais très rapidement, là, au point de vue démocratique, l'Assemblée générale a lieu le 25 mars. Il y a des postes qui sont ouverts au niveau des conseils d'administration. Il y a 9 postes qui sont ouverts d'administrateurs qui vont être remplacés ou qui sont remplaçables. Ça, c'est ouvert à tout le monde. Il n'y a aucun frais d'entrée. Les personnes qui rentrent dans la salle s'inscrivent, deviennent membres et c'est parti. Deuxièmement, pour mobiliser la population, vous l'avez vu avec le projet CLIC, il y a un autre projet actuellement qui s'en vient, duquel je ne peux pas malheureusement parler parce qu'il reste des ententes à terminer avec une autre organisation. Ce projet-là, lui aussi, vise jusqu'à un certain point à mobiliser la population. Il y a des éléments dans lesquels, par exemple, on va utiliser des véhicules comme le Festival de l'environnement pour passer certains messages. On compte participer à certaines expositions, à certaines manifestations. Il ne faut pas oublier que ce n'est pas nécessairement quelque chose qui se fait là, instantanément. Mais toute personne qui désire avoir des renseignements, toute personne qui désire soumettre un projet, une idée au laboratoire de développement durable, il y a des bureaux qui sont ouverts, qui sont prêts à accueillir les projets. Il y a un secrétariat au développement durable qui va analyser les projets, aider les promoteurs. Mais essentiellement,
le dynamisme de la population régionale, il va être stimulé à mesure des actions. Ça va? Eh bien voilà, c'est là-dessus qu'on termine notre débat de ce matin. Il ne me reste plus qu'à remercier Mme Furstenberg, M. Martin Gray, Mme Claudette Journeau et M. Claude Villeneuve. Et à vous, merci beaucoup de votre attention et de votre participation. En terminant, je voudrais vous remercier beaucoup pour votre présence et je pense que vous avez assisté en tout cas à un événement ce matin. Je pense que la qualité des conférenciers était vraiment extraordinaire et je vous souhaite de revenir l'an prochain. Et encore une fois, merci à nos conférenciers qui sont déplacés. Je peux vous dire que de partir d'Europe hier, de faire 15 heures ou sinon 17 heures de vol et de voiture, c'est assez difficile. Je pense en tout cas que nos conférenciers ont établi vraiment une grande performance. Donc, je les remercie beaucoup, puis merci, puis suivez les activités du festival.